Qui a construit au cœur du Caucase un puits profond creusé dans la montagne avec des blocs cyclopéens polis? Pourquoi personne n'a-t-il jamais trouvé de traces d'outils, d'inscriptions ou de restes humains? Quel est le lien entre cette structure et les galeries secrètes de la pyramide de Khéops? Enfin, pourquoi, après les premières explorations, tout a sombré dans le silence? Aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant à Kara-Ora, lieu extraordinaire des montagnes du Caucase. Avant de commencer, nous vous invitons comme toujours à soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne. Pour vous, c'est simple, mais pour nous, c'est essentiel. En 2011, Artur Zemmoukov, spéléologue russe expert des profondeurs, décide de gravir le mont Kara-Ora. Mais ce n'est pas une exploration ordinaire, ce n'est pas la recherche d'une simple cavité ou d'une nouvelle grotte à cartographier, c'est une enquête, presque une obsession. Pendant des années, Zemmoukov a recueilli des indices, feuilleté de vieux archives, interprété des symboles oubliés et des histoires murmurées dans les villages au pied du massif. Maintenant, tout semble le mener là-bas. Les parois internes du puits sont une énigme. Il ne s'agit pas simplement de roches creusées par le temps. Elles sont constituées d'énormes blocs mégalithiques parfaitement polis, imbriqués les uns dans les autres à angle droit, comme s'ils faisaient partie d'une structure architecturale. Il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas de traces de fractures naturelles. Les surfaces sont tellement lisses qu'elles reflètent la lumière des torches et toute la structure. Au fur et à mesure que l'on descend, elles conservent un ordre, une cohérence géométrique qu'aucune grotte naturelle ne pourrait jamais posséder. Après environ 40 mètres de profondeur, le puits s'ouvre soudainement sur une salle souterraine. Le contraste est saisissant, après l'angoisse de la descente verticale. On entre dans un espace presque aussi haut qu'un immeuble de 12 étages, 36 mètres de hauteur, avec des parois plates et lisses. Ici aussi, d'énormes blocs subsistent, certains évoquant de vraies colonnes, une œuvre cyclopéenne dissimulée dans la montagne. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas seulement l'échelle de la construction, mais le fait que cette architecture n'a aucun sens apparent, rien n'indique une utilisation résidentielle, pas d'escalier, pas de niche, aucun point d'accès facilité. Cela ressemble à un lieu construit pour être inaccessible, un mécanisme plutôt qu'un espace, quelque chose de fonctionnel, mais dont la finalité nous est totalement inconnue. L'équipe met plus d'1 heure rien que pour atteindre la plateforme inférieure. L'environnement est silencieux, absorbant, et pendant toute la durée de la descente, il ne trouve ni restes humains, ni artefacts, ni inscriptions. Rien qui puisse situer cette structure dans le contexte des civilisations connues. Aucune culture ancienne reconnue par l'historiographie officielle n'a jamais accompli une telle œuvre, ni par la taille, la technique ou la logique constructive. Zemmoukov, en observant la douceur des parois et la précision des joints, remarque une ressemblance troublante. Ces surfaces rappellent les galeries internes de la pyramide de Khéops, en Égypte. Là aussi, d'énormes blocs, assemblés avec une précision millimétrique, forment des conduits et des passages dont la fonction n'a jamais été élucidée. Comme s'il y avait une même main, ou plutôt un même savoir, pour guider la réalisation des deux ouvrages. Mais la question devient de plus en plus pressante. Comment a-t-il été possible de construire quelque chose de semblable? Comment ces blocs, dont beaucoup pèsent plus de 100 tonnes, ont-ils été transportés et placés dans un environnement aussi exigu et reculé? Et surtout, sans qui aurait pu faire cela il y a des milliers d'années, alors que, selon le récit officiel, aucune civilisation humaine ne disposait des outils nécessaires. Zemmoukov revient avec une réponse définitive, mais rien ne permet d'évoquer une formation naturelle. Tout est trop précis, trop symétrique, trop intentionnel. Et alors la vraie des questions en est une autre. Si c'est vraiment une structure artificielle, qui l'a construite et qu'est-ce qui se cache encore dans ses profondeurs? Zemmoukov commence à élaborer une hypothèse troublante. Et si cette structure avait eu un but technologique? Pas un lieu symbolique ou rituel, mais technique. Un dispositif, peut-être une partie d'un système plus vaste, de quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. L'analogie avec la Grande Pyramide n'est pas qu'esthétique. Ces galeries intérieures comportent aussi des espaces étroits, des tunnels aveugles et des conduits inclinés, restés sans explication définitive. Et comme à Kara-Ora, aucune décoration, aucun signe de culte, seulement de la pierre sculptée avec une intelligence précise et impersonnelle. Des chercheurs alternatifs, en étudiant les images et relevés du puits,
évoquent la résonance et une éventuelle utilisation acoustique ou énergétique. Certains suggèrent l'existence d'une structure enfouie bien plus vaste, dont la partie explorée ne serait qu'un fragment. Le conduit peut être d'une machine colossale. Zemukov remarque que l'air dans le puits circule anormalement, un flux continu montant du bas, comme s'il venait d'autres chambres inexplorées. Comme si le puits n'était que la bouche d'un système bien plus vaste et surtout encore actif. Après la première expédition de Zemukov, la nouvelle circule dans les cercles de recherche indépendantes russes. Le mystère de Kara-Ora commence à attirer l'attention d'un autre nom connu dans le milieu de l'enquête non conventionnelle. Vadim Tchernobrov n'est pas un scientifique orthodoxe. Il est le fondateur du Kosmopoïsk, une organisation russe qui s'occupe d'anomalies géophysiques, d'apparitions inexpliquées et de phénomènes hors de portée de la science officielle. Mais sa méthode n'est pas fantaisiste, au contraire, elle est rigoureuse, méticuleuse, profondément liée à l'observation directe. Et dès qu'il apprend l'existence du puits sur le mont Kara-Ora, il comprend qu'il doit s'y rendre en personne. La deuxième exploration a un ton différent. Ce n'est plus seulement une expédition spéléologique, c'est une véritable opération de relevée. Tchernobrov descend avec Zemukov, il documente chaque étape de la descente, mesure les angles, les profondeurs, les pressions, il cartographie tout, mètre après mètre. Les images recueillies intègrent un documentaire diffusé sur une chaîne de télévision russe. Cependant, malgré ou à cause de cette transparence, l'intérêt disparaît vite. Aucune chaîne officielle ne relaie la nouvelle. Aucun institut scientifique n'approfondit le sujet. C'est comme si le puits n'existait pas, ou pire, comme si on ne voulait pas en parler. Pendant ce temps, la carte dessinée par Tchernobrov confirme les premières intuitions. La structure est unique. Les données révèlent des parois orthogonales, des blocs alignés avec une régularité impressionnante et des espaces intérieurs sans logique naturelle. Mais c'est à ce moment-là que le mystère prend une autre forme, une forme plus sombre, car quelque chose commence à se produire. En 2015, peu avant d'annoncer une nouvelle expédition, Artur Zemukov est renversé par une voiture. L'accident survient soudainement, dans des circonstances jamais élucidées, le lendemain de sa déclaration publique sur une découverte majeure. 2 ans plus tard, Vadim Tchernobrov décède officiellement d'un cancer. Et ce n'est pas tout. 3 autres personnes impliquées dans la recherche sur le puits de Kara-Ora meurent en peu de temps, dans des circonstances que certains, sur les forums russes, qualifièrent coup de plus que suspectes. Des coïncidences peut-être, mais dans une telle enquête où beaucoup de choses sont déjà hors de propos, même elles finissent par peser. Et à un certain moment, la question se pose naturellement. Quelqu'un voulait-il les arrêter ? Depuis lors, aucune expédition officielle n'a plus été organisée. Les seules traces subsistent dans les vidéos, les rapports de contact de Kosmopoïsk et quelques rares albums photos d'explorateurs indépendants. Comme si soudainement, un silence imposé était tombé sur Kara-Ora, un vide que personne n'a osé défier depuis des années. L'histoire du puits de Kara-Ora semble appartenir à une autre époque, une autre dimension de la réalité. Mais en explorant le passé de la région, c'est encore plus troublant. Parce que, comme c'est souvent le cas dans les mystères que personne ne veut approfondir, quelqu'un cherchait déjà ce puits depuis très longtemps. Et ce n'étaient ni des explorateurs, ni des archéologues, c'était des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. La machine militaire allemande lance l'opération Edelweiss dans le Caucase pour conquérir officiellement les gisements pétroliers de Bakou. Mais il y a un autre front non déclaré, un front qui agit dans l'ombre sous la direction d'une organisation ésotérique fondée au sein des SS, l'Ahnenerbe. Ce nom, pour beaucoup, n'est qu'un détail marginal dans les chroniques du Troisième Reich, mais pour ceux qui connaissent vraiment l'histoire, il évoque quelque chose de bien plus profond. L'Ahnenerbe, Société pour la recherche et l'enseignement sur l'héritage ancestral, a été fondée en 1936 par Heinrich Himmler, avec pour mission officielle de redécouvrir les racines de l'ancien esprit germanique. En réalité, il s'agissait d'une unité paramilitaire dédiée à l'étude de l'occulte, de l'archéologie alternative et des religions perdues. Pour Himmler et ses partisans, l'histoire officielle est erronée. La civilisation mère-aryenne aurait prospéré il y a des millénaires dans des zones isolées du globe. Le Tibet, l'Antarctique et le Caucase.
Et c'est justement au cœur du Caucase que les nazis concentrent certaines de leurs explorations les plus ambitieuses, parmi les montagnes où Kara-Ora s'élève. Les SS cherchent quelque chose, ils le font en silence, laissant très peu de traces, mais une preuve subsiste et Artur Zemukov la découvre. Une svastika gravée dans la pierre, juste à côté de l'entrée du puits, n'est pas moderne, ce n'est pas un acte de vandalisme, elle est là depuis des décennies. Preuve claire que quelqu'un, durant la guerre, avait déjà fait une découverte similaire. Zemukov n'est en effet pas arrivé là par hasard. Pendant des années, il a recherché les dossiers abandonnés de l'Annerbe, ainsi que les cartes et annotations collectées par les unités spéciales allemandes. Il ne cherchait pas un puits, mais une ville souterraine, une structure cachée, peut-être bâtie par la civilisation aryenne primitive que les nazis voulaient retrouver. Et ce qui rend tout cela encore plus inquiétant, c'est un autre détail, une seconde svastika, bien plus ancienne, gravée sur un rocher loin de la zone d'action allemande. Un symbole identique, mais qui précède la présence nazie de plusieurs siècles. Qui l'a gravée ? Était-ce la marque de cette même civilisation perdue, celle que les nazis tentaient désespérément de faire ressurgir ? Peut-être que derrière l'idéologie délirante du Troisième Reich se cachait la conscience déformée, mais réelle, de l'existence d'un passé effacé. Un passé où la connaissance et la technique se mêlaient au mythe. Et peut-être que dans ce passé, le puits de Kara-Ora était un peu mortel. Pas au sens ésotérique, mais au sens concret du terme. Une entrée, un accès à quelque chose de plus grand qui, encore aujourd'hui, nous observe depuis les profondeurs de la Terre. Après la mort soudaine de Zemukov et Tchernobrov, un silence inquiétant s'abat sur le puits de Kara-Ora. Les expéditions s'arrêtent, les rumeurs s'estompent, les documents commencent à disparaître. Pendant des années, personne n'ose plus s'approcher de cet endroit, jusqu'à ce qu'en 2017, un homme ordinaire, un photographe, un randonneur, un curieux, décide d'y aller. Il s'appelle Alexandre Splochnov. Ce n'est ni un scientifique ni un enquêteur du mystère, mais ce qu'il fait est fondamental. Il documente tout, parcourt les sentiers qui mènent au sommet de Kara-Ora, photographie l'entrée du puits. Il descend dans l'obscurité, éclairé seulement par sa lampe torche et son appareil photo, et ce qu'il capte est extraordinaire. Les photos de Splochnov, visibles dans ses albums en ligne mentionnés en description de la vidéo, illustrent pour la première fois clairement ce qui n'était auparavant décrit qu'oralement. Le puits est réel et pas seulement, ses parois sont géométriques, parfaitement lisses sur de longues sections, interrompues seulement par des jonctions nettes, des blocs carrés, des emboîtements, sans mortier. Ce n'est pas une grotte, c'est une œuvre. Mais il ne s'arrête pas là. Alexandre explore la zone autour de l'entrée du puits, marche parmi les rochers, photographie ce que la végétation n'a pas réussi à couvrir. Un à un, il découvre des éléments qui confirment une hypothèse de plus en plus solide. Le puits n'est qu'une partie d'un ensemble bien plus vaste. Il prend des photos de pierres énormes, partiellement enterrées, de blocs empilés qui semblent dessiner les contours d'une structure enfouie. Sur certaines surfaces, on remarque des coupes nettes, des angles droits, des marques régulières, comme des incisions produites par des machines. Parfois, la différence entre la pierre naturelle et la pierre travaillée est si marquée qu'elle devient presque pédagogique. Et puis, il y a les anomalies, des trous ronds, des saillies parfaitement cylindriques et, dans certains cas, des surfaces polies avec une précision qui ne peut pas être le fruit de l'érosion. Sur une autre image visible en ligne, on voit un rocher de forme irrégulière, mais avec une face plate comme si elle avait été coupée nette. Juste à côté, un autre bloc présente une ligne parfaitement droite qui s'étend sur plus de 2 mètres, sans variation. Ce n'est pas une fracture, c'est une section. À ce stade, le doute s'alourdit. Il ne s'agit pas d'un simple puits. Tout le versant pourrait appartenir à un complexe enseveli, une carrière préhistorique ou une structure mégalithique entière construite puis engloutie par le temps et la terre. Et si la montagne dissimulait les restes d'une ville souterraine ou d'une machine géologique conçue pour durer des millénaires ? Splochnov ne cherche ni théorie ni gloire, mais ces images n'ont accompli ce qu'aucun universitaire n'a osé refaire. Il y est se retourner, a observé de près et nous a laissé les preuves visuelles de ce qui se cache sur le mont Kara-Ora. Depuis lors, le mystère n'a fait que s'épaissir. Aujourd'hui, le puits de Kara-Ora est toujours là. Aucune expédition officielle n'a repris son exploration, aucun organisme de recherche n'en parle, aucune université ne le cite dans ses études.
Il y a des images, des mesures, des relevés, des témoins, une carte, un documentaire diffusé, des noms, des lieux, des dates et aussi des morts. Tout cela existe, mais c'est ignoré, comme si le puits, au moment même où il a été découvert, avait été immédiatement enterré, sous quelque chose d'encore plus lourd que la pierre, le silence. Que cache réellement le mont Karaora, carrière préhistorique, structure mégalithique ou conduit d'une civilisation oubliée? Ou bien est-ce quelque chose que nous n'avons pas encore les moyens de comprendre? Ce n'est certainement pas un phénomène isolé. Au contraire, il existe dans le monde entier des structures analogues, disséminées comme des indices. Des galeries aveugles dans les pyramides égyptiennes, des puits verticaux dans la jungle cambodgienne, des chambres souterraines inaccessibles dans les montagnes andines. Tous des espaces construits sans fonction apparente, si ce n'est celle de conserver quelque chose ou peut-être de le cacher. Karaora pourrait figurer sur cette carte de sites oubliés, non parce qu'ils sont insignifiants, mais parce qu'ils contredisent le récit officiel de l'histoire humaine. Et alors, peut-être que le vrai mystère n'est pas le puits. Le vrai mystère, c'est pourquoi plus personne ne veut regarder à l'intérieur. Parce que lorsqu'une structure parfaitement géométrique, construite avec des blocs de 200 tonnes, apparaît au sommet d'une montagne dans le Caucase et que tout le monde l'ignore, il est légitime de se demander si l'oubli est vraiment accidentel, ou s'il a été choisi. Nous avons terminé cette enquête sur le puits de Karaora en suivant les traces au sol, sur la pierre, dans les photos et les récits de ceux qui ont osé descendre là où nul ne regarde. Et maintenant, comme toujours, la parole vous revient. Pour vous, le puits de Karaora est-il une anomalie géologique, une œuvre humaine oubliée ou la preuve troublante d'une civilisation avancée disparue sous notre ignorance ? Dites-le nous en commentaire et si la vidéo vous a plu, soutenez-nous en likant et en vous abonnant à la chaîne. À la prochaine histoire.